Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Donc, moi, je suis Anne Nguyen, infirmière libérale sur Montbéliard, dans le Doubs, et je suis membre élue du bureau de votre union régionale des infirmiers et infirmières libérales de la région. Donc, aujourd'hui, ce septième webinaire auquel vous assistez est une action que nous menons dans le but de vous apporter des nouvelles connaissances en oncologie et favoriser les interactions avec les collègues hospitaliers. Donc, nous menons cette action avec notre partenaire OncoBFC, le dispositif spécifique régional du cancer, que je remercie, et qui est représenté par Céline Ciodo, qui a contribué à l'organisation, et je la remercie également. Bonjour à Donc, tous. ce septième webinaire est consacré au cancer colorectal et la présentation sera assurée par Madame Morgane Gardien et Monsieur Hervé Marchal. Ils sont infirmiers stomatothérapeutes au Centre régional de lutte contre le cancer Georges François Leclerc de Dijon. Et je vous remercie tous les deux, au nom de l'Union, d'avoir accepté d'assurer cette présentation pour les collègues libérales. Et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Voilà, vous pouvez commencer, Morgane et Hervé, si vous pouvez démarrer. On est parti. Merci. Donc bonjour à tout le monde. Oui, on est tous les deux stomathérapeutes au centre Georges-François Leclerc. Et on nous a demandé un temps d'échange sur la prise en charge des stomies dans le cadre des cancers colorectals. La présentation est divisée en 6 parties. On va dire une première partie sur les rappels anatomiques, et un second sur les soins courants et les spécificités. Le troisième sur les appareillages, la gestion des complications, 2 petits mots sur l'éducation et sur l'alimentation spécifique. Donc, une stomie, c'est un abouchement à la peau de l'abdomen d'une partie de l'intestin permettant l'évacuation des matières fécales et des gaz. Les objectifs peuvent être divers, soit pour protéger une anastomose chirurgicale, soit pour dériver temporairement ou définitivement le transit intestinal. On peut retrouver cette situation dans différentes pathologies, bien évidemment les cancers, les maladies inflammatoires, les problèmes accidentels, les malformations congénitales chez les enfants. L'emplacement de la stomie, on définit le nom, la qualité et la quantité des selles et donc une partie de la prise en charge. On a différents types de stomies. On peut avoir des stomies qui sont latérales, où là, la continuité de l'intestin n'est pas interrompue. Donc, comme on voit sur la photo d'à côté, on a le segment d'amont et d'aval. Les deux morceaux d'intestin sont côte à côte. On peut avoir des stomies latérales qui sont temporaires, dont l'objectif va être de protéger une anastomose ou de dériver les selles le temps que la cicatrisation au niveau des sutures en aval, enfin les sutures basses au niveau colorectal soient bien faites et qu'on soit sûr qu'il n'y ait ni fuite ni problème infectieux. Ou alors on peut avoir dans d'autres situations des stomies qui sont définitives, qui vont dériver les selles et pour lesquelles on n'a pas de rétablissement de continuité de prévu. Au niveau des stomies terminales, donc la continuité de l'intestin est interrompue, donc la stomie présente un seul orifice, c'est le segment d'amont. On peut retrouver ces stomies elles peuvent être temporaires, excusez-moi. Elles peuvent être temporaires dans le cadre des interventions de type Hartmann, où là le moignon rectal est laissé en place et servira au moment de la remise en continuité si besoin. Ou alors, elles peuvent être définitives dans le cas des amputations abdominaux-périnéales, où là, toute la partie distale, rectum et même les sphincters ont été réséqués. Donc, au niveau des soins courants pour une personne qui est stomisée, normalement, c'est des soins que vous connaissez tous, mais on fait un petit rappel. Donc, le but principal est de maintenir la stomie et la peau péristomiale parfaitement propre et saine.
Donc, c'est un soin d'hygiène qui est quotidien et qui est simple. Il n'y a pas besoin d'être stérile. On utilise uniquement de l'eau du robinet. Pas besoin de mettre de produits particuliers, d'antiseptiques, même s'il y a des rougeurs, on met rien du tout, que de l'eau. Éventuellement, on peut de temps en temps mettre du savon, mais sans parfum, pour nettoyer la peau, si besoin ou si le patient le souhaite. Et on utilise des compresses non tissées, c'est celles qui sont toutes douces pour pas léser la peau et non stériles. De préférence, on fait des soins à jeun ou en tout cas à distance des repas, surtout pour les iléostomies, afin d'éviter d'avoir un transit qui se fait lors des soins. Donc, c'est pour une question de praticité aussi. Les poches, elles sont changées systématiquement tous les jours. On ne les laisse pas plusieurs jours, même s'il n'y a pas de matière dans les poches. Tout ça pour éviter la saturation du filtre, parce qu'il peut avoir des gaz, mais pas de sel. Donc, de principe, on change tous les jours. Après, bien entendu, certains patients ne changent pas tous les jours et font comme ils veulent. Mais on préconise cela. Et le support, il est changé selon la tenue et puis le type de stomie, maximum tous les 48 à 72 heures. Donc ça, c'est une moyenne aussi, après, adaptée à chacun. En oncologie, le transit, il peut être ponctuellement perturbé par les traitements type chimiothérapie. Et parfois, il faut adapter la technique de soin le temps de l'accélération du transit. Une stomie qui se passe bien, quand le transit se passe bien en temps normal, il peut y avoir des petites périodes où c'est plus compliqué. Donc, il faut adapter les soins et peut-être changer le support plus fréquemment. Donc l'idéal, c'est d'anticiper ces périodes quand on peut les anticiper afin de limiter le risque de dégradation cutanée. Quelques spécificités au niveau des iléostomies, des colostomies transverses et en cas de transit diarrhéique, où on peut avoir un risque de déshydratation important lié au débit intestinal et à la perte en eau. Donc, dans ces cas-là, il faut avoir une surveillance accrue de la peau péristomiale et de l'étanchéité du dispositif, car on peut avoir une brûlure assez rapide et importante due au contact des matières sur la peau. Donc pour cela, dans ces cas, on fait un joint de pâte quotidiennement où on met un anneau de façon systématique, même si la peau n'est pas abîmée, afin de protéger la peau péristomiale de l'acidité des effluents. Ça, c'est une chose très importante à retenir. Et puis, on change le support de façon rapprochée. On ne va pas le laisser au maximum. On surveille bien et on protège bien la peau. On utilise des poches plutôt haut débit ou vidable. Donc, c'est les deux embouts que vous voyez en bas. Le haut débit, c'est celui-ci et le vidable, c'est celui-ci, pour permettre de vidanger la poche au cours de la journée, pour ne pas changer plusieurs fois de poche par jour. Donc, on utilise ces embouts-là. Concernant les appareillages, donc les appareillages, ils sont à adapter en fonction du patient, de sa morphologie, la morphologie de la stomie et aussi du transit. On ne peut pas mettre la même poche à tout le monde. On pourrait, mais il y aurait des soucis. Le mieux, c'est d'adapter à tout cela. Donc des poches, il en existe beaucoup. Je ne sais pas combien il y en a, mais des centaines de modèles. Ouais, il y a plein de laboratoires de disponibles et chaque laboratoire a plusieurs types de poches, de supports, etc. Donc, on a quand même le choix. Mais pour les classer facilement, on a des poches qui sont soit en une pièce, soit en deux pièces. Après, elles sont vidables ou non. Donc, soit elles ont un système fermé en bas, soit vous pouvez vider au cours de la journée. Et au niveau des supports, on retrouve des supports qui sont plats ou des supports qui sont convexe ou une convexité souple ou forte. Il y a plein de différentes, on le revoit juste après, la convexité. Les supports, ils sont tous faits avec un protecteur cutané, donc une couleur un petit peu beige qui ne va pas abîmer la peau. Dedans, il y a des composants spécifiques pour pas abîmer, pour aider à cicatriser. Tout ça pour vous dire de ne pas coller les poches deux pièces, puisque ça a déjà été vu. Les systèmes deux pièces qui se collent entre eux, on a déjà vu la poche coller directement sur la peau. Et dans ce cas-là, c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes cutanés et des fuites. Donc, vous vous repérez si vous connaissez pas trop le matériel, c'est toujours dans cette matière-là. La découpe du support, elle se fait à plus ou moins 2 mm au large de la stomie. On évite de faire une découpe trop rapprochée, sinon on risque que ça cisaille la stomie, comme on peut voir là sur la photo avec les mouvements du patient.
Parce que vous pouvez faire une découpe proche et ça va bien quand vous faites le soin, mais il faut imaginer que dans la journée, le patient il va se déplacer, il va se baisser, donc si vous êtes trop proche, ça peut l'abîmer. Et on ne fait pas une découpe non plus trop large, puisque après il y a un défaut de protection de la peau. Par exemple, ici, le support était découpé jusque là, donc toute la peau là n'est pas protégée et ça nous amène à une brûlure cutanée. Après, si vous faites une découpe un peu trop large, vous pouvez laisser comme ça et protéger avec un anneau ou de la pâte. Mais on essaye d'emblée de faire une découpe adaptée. Donc en stomathérapie, on retrouve beaucoup d'accessoires également, donc qui sont pas tous remboursés, mais les accessoires principaux sont remboursés. Donc on peut retrouver la poudre qu'on voit ici, qui va servir à absorber les suintements de peau quand vous avez des petites lésions, ce qui va permettre de coller votre support par-dessus. On retrouve la pâte et les anneaux qui ont la même utilité, mais ça on l'a détaillé après. Donc tout ça c'est remboursé. Le spray de retrait pour décoller les supports, c'est remboursé aussi. Et après on a tous les accessoires annexes qui sont plus en termes de confort et là qui sont pas remboursés. Tout ce qui est lubrifiant, désodorisant, les gélifiants, etc. Voilà. Donc ça peut être proposé aux patients plutôt par la suite quand ils ont des problématiques. Et les ceintures, c'est remboursé. Donc c'est des ceintures qui s'accrochent au support ou à la poche pour faire un appui autour de l'estomie si besoin, s'il y a des problèmes d'étanchéité. Donc, pour vous donner plus de détails sur la convexité, puisque des fois c'est mal connu. Donc, la convexité, c'est vous les reconnaîtrez parce que les supports, ils sont un petit peu bombés, donc plus ou moins parce qu'il y a différents degrés. Donc, l'objectif, c'est d'appliquer une pression uniforme autour de la peau péristomiale, sur la peau péristomiale autour de la stomie, pour corriger différentes problématiques. Donc, ça peut être la saïlastomie sur les stomies qui sont planes. Le fait d'appuyer tout autour, ça va la faire ressortir et ça va aider les matières à aller dans la poche. Ça peut être aussi utilisé si vous avez des petites déformations abdominales, si c'est un peu dans une cavité, pas une cavité, mais une cuvette, on va dire, autour de l'estomie, ou s'il y a des petits plis, vous voulez que ça s'appuie bien dessus. Dans ce cas-là, il faut utiliser une convexité si le support plat ne suffit pas. Donc la convexité, elle existe en plein de formats maintenant. Suivant les laboratoires, c'est pas les mêmes aussi. C'est pas la même technologie, donc il faut essayer de s'adapter au mieux avec ce qu'on a aussi. Mais voilà, normalement, on trouve la bonne convexité aux patients. Et la plupart des cas, on met en plus une ceinture de maintien que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui s'accroche de chaque côté. Donc soit au niveau du support et certains laboratoires, c'est au niveau de la poche. Et ça va permettre de venir bien appuyer ici, là où est souvent la source du problème, parce que c'est là où on a des plis. Par rapport à la pâte, donc la pâte qui est appliquée autour de la stomie, donc pour protéger la peau péristomiale, donc en préventif ou en curatif. Donc ça peut se mettre avant le support ou après. Moi, ça, peu importe, c'est selon un peu les habitudes et puis aussi pourquoi vous voulez mettre la pâte. Quand on connaît pas, c'est pas facile à appliquer sur la peau des patients parce que ça nous en met plein les doigts, ça s'enlève des courtouches. Donc, il y a une technique à avoir, c'est d'humidifier donc soit votre doigt, mais le plus simple, moi je trouve, c'est d'utiliser une compresse que vous mouillez. Vous prenez une petite noisette de pâte et on l'étale autour de la stomie en faisant une petite virgule et si besoin, on en reprend et on étale au fur et à mesure et après on modèle comme on veut. Vous pouvez aussi utiliser des anneaux qui sont parfois plus simples à utiliser que la pâte puisqu'ils sont déjà préformés. Ça évite qu'on s'en colle plein les doigts et parfois c'est plus simple pour les patients. Et parfois non, donc faut voir comment ils l'utilisent et pourquoi vous le mettez. Ça c'est au choix de chacun. Donc l'anneau il se met pareil que la pâte autour de la stomie, avant ou après. On peut aussi utiliser des petits bouts d'anneau, découper des petits triangles, faire des petites barrettes s'il y a des plis et qu'on veut combler ce pli-là.
Ensuite, on va parler des complications qu'on peut retrouver. Alors, on vous a mis les complications les plus fréquentes, que vous êtes le plus susceptible de voir. Après, il y en existe d'autres. Donc, dans un premier temps, la désunion péristomiale qui peut, la plupart du temps, c'est en post-opératoire, vous n'allez pas en avoir à distance, hein, et qui peut être plus ou moins importante au niveau de la stomie. Ça peut être un petit centimètre comme ça peut être plus grand. Donc là, l'objectif des soins va être de protéger la zone désunie des effluents pour favoriser la cicatrisation. Donc toute cette zone-là qu'on voit, va falloir qu'on l'isole afin que ça se cicatrise, qu'il n'y ait pas tout le temps des matières qui viennent se mettre dedans. Donc pour cela, il faut nettoyer quotidiennement puisque le support, le dispositif ne va pas tenir plus de 24 heures. Il y aura forcément des choses qui vont aller se mettre dedans si on le laisse plus longtemps. Comme il y a des exsudats, c'est humide, donc ça va venir décoller tout ça. Donc c'est des soins qu'on fait quotidiennement au début, puis après, si ça tient bien, on peut les espacer. On nettoie avec de l'eau ou avec du sérum physiologique, hein, peu importe, mais de toute façon, il y a des matières fécales qui viennent dedans. Et après, pour combler ce trou, il y a plusieurs techniques. On peut utiliser soit des accessoires de stomathérapie, donc de la poudre pour un petit peu absorber, et par-dessus mettre soit de la pâte, soit un anneau pour bien combler toute cette zone, et après on met son appareillage classique. Soit on utilise des pansements, donc de type alginate de calcium pour aller combler cette partie, mais il faudra après par-dessus que ça soit bien recouvert. Donc pareil, soit avec un anneau, de la pâte ou une plaque d'hydrocolloïde ou le support si ça tient comme ça, mais en règle générale, il faut mettre quelque chose par-dessus. Et puis on adapte aussi l'appareillage. Si l'appareillage actuel ne convient pas, il faut changer pour que ce soit bien adapté et que ça tienne. Et c'est des choses qui cicatrisent quand même assez vite. Là, j'ai plus le timing, mais tous les jours, on voit une amélioration. Voilà pour ça. Ensuite, on va parler des prolapsus. Alors, c'est une complication, je dirais, assez fréquente. Je ne sais pas si tout le monde en a déjà vu, mais on en retrouve quand même souvent chez les patients stomisés. Donc, l'objectif chez ces patients, ça va être d'adapter leur appareillage pour garantir l'étanchéité et maintenir la peau périlésionnelle saine, donc péristomiale, et faciliter le soin. Parce que le prolapsus, donc c'est la muqueuse intestinale interne, hein, qui ressort de la stomie. Donc sur les stomies terminales, ça ressemble à ça. Et les latérales, on peut avoir les deux extrémités qui ressortent ou une seule. Et ces patients-là, souvent, ils sont embêtés puisque l'appareillage initial ne convient plus puisqu'on a un agrandissement de l'orifice, quoi, de la base de la stomie. Il y a la muqueuse stomiale qui descend souvent sur la peau et là, c'est tout le temps humide, donc ça se décolle. Et puis, c'est un souci aussi esthétique, hein, pour les patients qui souvent rebutés par cette stomie qui devient grosse et pas jolie à regarder. Donc, dans un premier temps, chez ces patients-là, il faut déjà voir si l'appareillage convient toujours bien, si besoin, le réadapter. Souvent, dans un premier temps, une découpe plus large suffit. Par la suite, il faut peut-être changer le matériel, des fois rajouter des renforts autour parce que l'abdomen, il est souvent bombé, donc ça se décolle aussi des côtés. Et dans les cas où l'appareillage ne tient plus du tout, ça devient compliqué, etc., on peut éventuellement envisager une reprise chirurgicale, à voir avec le chirurgien si c'est possible. Ça dépend où ils en sont dans leur traitement et si les patients sont vraiment en difficulté. Après, la deuxième chose à faire chez ces patients-là, c'est de leur apprendre à réduire le prolapsus manuellement pour faciliter le soin ou le faire vous, si c'est vous qui faites les soins. Donc l'objectif va être de rentrer cette muqueuse stomiale pour retrouver une stomie qui est à sa taille originale. Donc pour le faire, on le fait en position plutôt allongée, ça facilite le soin. Et on peut utiliser des compresses froides si besoin. Je vous ai mis un exemple de prolapsus un peu plus important, donc qui est ici. Et
après, on retrouve une stomie comme ça. Donc, ça va nous permettre de bien nettoyer la peau, bien sécher, coller le support. Et après, le prolapsus, par contre, il ressort tout de suite en règle générale, ou dès que le patient va faire le moindre effort, ou il va tousser un petit peu, ou va parler, il va s'asseoir, ça va ressortir, hein. Mais c'est vraiment pour faciliter le soin qu'il faut effectuer cette réduction, parce que là, pour passer le support, c'est compliqué. Tout va être encore mouillé en dessous. C'est pas simple. Donc, on apprend aux patients à le faire, ou c'est à vous de le faire. Et pour que ça soit plus simple, quand ils sont grands comme ça rentrera pas tout seul avec de l'eau froide, hein. Il faut aller aider l'intestin et le repousser par ici, hein. On part toujours de la pointe de la stomie, en tout cas de là où il y a l'orifice stomial, pour le rentrer vers l'intérieur, un peu comme si vous allez retourner une chaussette. C'est pas du bord externe que ça se déroule, c'est vraiment d'ici. Autre chose. Non, 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 c'est bien. Oui. Donc ensuite, les éventrations, ça c'est pareil, c'est une complication qu'on retrouve assez souvent, des fois assez rapidement après l'intervention, mais aussi sur le long terme, surtout chez les patients qui sont colostomisés gauche. Donc pour ces patients-là, l'objectif va être d'adapter l'appareillage afin qu'il épouse correctement l'abdomen, qui sont en forme de bosse comme ça, bien voûtées. Et souvent chez ces patients-là, ça colle bien autour, mais par contre sur les bords externes du support, ça se décolle. Donc il faut soit partir sur un appareillage plus souple qui prend bien la forme, soit rajouter des renforts autour pour pas que ça se décolle. On peut éventuellement mettre une ceinture abdominale classique pour maintenir un petit peu l'éventration, mais ça c'est selon les chirurgiens, et la tendance est plutôt de ne plus en mettre. Il n'y a pas eu trop d'études là-dessus, en tout cas que ce soit efficace. Si ça soulage les patients, ça fait pas de mal, donc pourquoi pas. Et si les patients sont trop gênés par cette éventration, alors c'est surtout sur le plan psychologique, hein, que ça les gêne, parce que pour s'habiller, ouais, physiquement c'est pas joli, mais il faut qu'il y ait une problématique de transit ou de douleur importante pour que ça soit repris au bloc. Et dans ce cas-là, soit ils mettent une plaque, soit on la transpose, on met de l'autre côté la stomie. Ouais, c'est une discussion à avoir avec le chirurgien, bénéfice-risque. Ouais, le préjudice, il est esthétique, mais on peut aussi avoir un transit qui est bloqué parce qu'on a Ouais. une anse intestinale qui est pliée ou autre. Enfin, on le voit bien sur le schéma de gauche. On peut aussi avoir une anse intestinale qui permet plus la perméabilité de la lumière digestive. Donc là, ça devient une vraie cause d'intervention. Autrement, c'est un préjudice qui est quand même assez esthétique. Donc bien surveiller dans ce cas-là le transit et les douleurs abdominales, et puis si besoin réorienter le patient. Ensuite, on peut retrouver des hyperbourgeonnements. Alors moi, ça c'est des complications que je ne vois plus trop. Je sais pas trop Non, les non, non, faire, non. mais voilà, c'est assez rare. C'est plutôt il y a quelques années. Alors je sais pas si c'est les fils qui ont changé ou la technique opératoire, mais ça peut arriver de temps en temps. Et puis c'est des choses sur lesquelles vous pouvez agir, et c'est bien d'agir assez rapidement pour avoir de pas avoir de gros bourgeons. Donc là, le but va être de raplanir toute cette zone qui va nous gêner pour l'étanchéité du dispositif, parce que si vous avez plein de petites boules comme ça, forcément le support il est pas bien collé, et ça peut passer par-dessous. Les matières peuvent se glisser là-dessous. Et en plus, ça sécrète en permanence, donc Ouais, on c'est humidifie le humide. socle beaucoup plus vite. Donc, ça, c'est lié au fait qu'il y a eu des fils, hein, réservoirs qui sont mis là, et parfois ils partent pas, et puis il y a une réaction inflammatoire dessus, et ça bourgeonne, et puis après ça nous crée des complications. Donc la plupart du temps, vous retrouvez des petits fils dedans. Donc si vous en voyez, vous les enlevez si l'opération est à distance, bien entendu. Souvent on dit vers un mois. Et puis si s'il y a rien, vous laissez comme ça, mais on applique du nitrate d'argent dessus pour les raplanir, hein, ça permet de les brûler. Et on peut mettre un anneau ou de la pâte pour refaire une surface plane pour permettre de se recoller par-dessus. Mais ça, on va dire, c'est des cas un peu qui ont été retardés. Ça ne doit pas arriver jusque-là. Il faut le prendre en charge avant, hein, quand il y a des tout petits bourgeons. Ah oui, Puis ça celui de se gauche, il y a refasse. un bon retard de prise en charge quand Ouais, même. ça, on ne devrait plus voir ça de nos jours, hein. Voilà. Mais il n'y a pas, à part le nitrate d'argent, il n'y a pas Non, des de fois, simplement mettre un substitut. convexe et une pression, ça permet de réduire le bourgeonnement, mais c'est vrai que le nitrate marche bien.
Ça dépend du degré. Ensuite, donc les dermites dues aux effluents. Alors ça, c'est des choses que vous pouvez, j'espère que vous rencontrez pas souvent, mais en tout cas, c'est une des causes les plus fréquentes des consultations. C'est des problèmes de brûlure péristomiale. Donc là, l'objectif va être de rechercher là où les causes pour endiguer ces problèmes de fuite. Donc, il faut se poser des questions. Pourquoi ça fuit? Au bout de combien de temps ça fuit? Si c'est inférieur à 24 heures, c'est qu'il y a un problème d'appareillage ou de soin. Si le matériel n'a pas été changé depuis 8 jours, ben, c'est un problème de mise en œuvre, de fréquence de changement. Faut regarder d'où vient la fuite. Par exemple, sur cet exemple-là, on voit clairement que la peau, elle est abîmée là, avec une fuite sous le support, et que la cause, elle est là. Vous voyez, il y a une petite cavité, ce qui fait que les selles passent par là et on a une fuite. Donc, dans ce cas-là, il suffit de colmater cette petite cavité, de remettre à plat et coller le support par-dessus ou mettre un appareillage convexe. Cet exemple-là, c'est une découpe qui est faite trop large avec une peau péristomiale qui n'est pas protégée, comme ici. Et là, c'est un problème de soin, il suffit juste de modifier ça. Et celle-ci de stomie, il va avoir des problèmes de plis à ce niveau-là. Donc là, il faut changer l'appareillage. Et tout ça pour vous dire qu'il faut se questionner quand on a ces problèmes-là. Et des fois, c'est pas grand-chose à modifier, juste un petit truc en plus à faire, une découpe à mieux faire, rajouter un accessoire pour qu'il y ait une amélioration assez rapide. Parce qu'on peut avoir des brûlures comme ça en quelques heures, comme on peut avoir une réparation assez rapide aussi si ça arrive. Si c'est bien isolé, ça se cicatrise assez vite. Et c'est vraiment de la brûlure caustique, hein. Entre autres sur les iléostomies, c'est vraiment caustique, donc c'est douloureux, c'est vraiment douloureux, en plus de suinter énormément. Donc il vaut mieux anticiper les problèmes plutôt que d'essayer de les régler a posteriori. Parce que ça nous arrive parfois d'avoir des re-hospitalisations de patients pour ça, alors que ça aurait pu être évité en amont si l'appareillage il était bien fait. Il ne faut pas hésiter à appeler un stomathérapeute proche de chez vous si vous êtes embêté, que vous ne trouvez pas la solution, hein. On les revoit en consultation s'il y a besoin. Et un autre petit truc là-dessus, si vous constatez une fuite, un passage de sel sous le support, il faut agir immédiatement, pas se dire je repasserai plus tard ou dans quelques heures. Après, je sais bien que des fois c'est pas facile à domicile, vous pouvez pas forcément venir tout de suite, mais si c'est dans le cas d'une iléostomie où les selles sont très acides, on peut avoir une grosse brûlure vite. Donc il faut tout changer, remettre tout au propre. Alors après, ça peut être fait conjointement avec le patient, parce que l'objectif c'est de l'autonomiser pour qu'il soit tranquille. Mais si vous laissez ne serait-ce que 2 heures des selles sous un support, voilà, vous pouvez avoir une grosse brûlure. Donc essayez de faire ça vite pour éviter les problèmes par la suite. C'est surtout qu'en plus, comme on a mis un petit peu plus bas, c'est vraiment un cercle vicieux. Plus la peau va être abîmée, plus le maintien de l'appareillage va être compromis. Et on tombe vite dans des démarches qui sont vraiment galères et douloureuses pour les gens. Donc c'est pour ça que rajouter des renforts latéraux sur une poche qui fuite, c'est pas une solution. En stomathérapie, c'est un peu comme en plomberie. Il faut gérer le problème à la source et différer le soin, ça ne fait que majorer les problèmes de dermite dessous. Tout à fait. Autre chose, bon, je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure pour cette photo-là, mais quand on a la peau abîmée tout autour de la stomie, il faut pas faire une découpe encore plus grande parce que le lendemain, vous allez être abîmé encore plus. Là, l'objectif, c'est vraiment de protéger cette peau, donc vous pouvez la protéger et rapprocher votre découpe. Et pour vous aider dans les soins quand il y a des dermites, donc c'est souvent ça suinte, donc du coup l'appareillage ne tient pas. Donc en règle générale, on utilise de la poudre pour absorber les exsudats qu'on met en très fine couche et on enlève bien le surplus, sinon ça va pas coller non plus. Et puis des choses pour protéger, donc soit de la pâte, soit des anneaux, soit des plaques d'hydrocolloïdes. Et puis on change plus ou moins s'il y a besoin le matériel.
La poudre n'est pas un protecteur cutané, hein, c'est vraiment pour absorber l'humidité, pour permettre après une protection optimale. Mais le simple fait de mettre de la poudre, ça ne protégera pas suffisamment la peau. C'est vraiment quelque chose pour, c'est un intermédiaire entre la peau suintante et les appareillages à venir. Et sur la peau saine, il faut vraiment bien nettoyer parce qu'autrement, c'est comme si on collait un socle dans le sable. Elle reste à l'état de poudre et l'appareillage colle plus. Et on n'utilise pas la poudre sur une simple rougeur de peau, quoi. Si ça suinte pas, ça sert à rien de mettre de la poudre, ça va rien vous changer, hein. C'est vraiment quand il y a des petits suintements C'est pour absorber. pour absorber. Ah, c'est bon. On a voulu vous parler aussi des problèmes de continence et de transit. Donc là, on a deux situations cliniques bien distinctes. On a la maîtrise des des symptômes du syndrome de Lars post-chirurgie après les résections antérieures du rectum. Et une deuxième situation clinique, on sera plus sur les stomies sigmoïdiennes, où on va essayer de récupérer la mainmise sur le transit pour améliorer la qualité de vie. Alors le principe de soin, bien évidemment, il reste le même, hein, il n'y en a qu'un seul, c'est l'irrigation de la lumière colique pour stimuler l'exonération des matières. Mais par contre, on a deux dispositifs médicaux différents. Dans le premier, pour la gestion des symptômes du syndrome de Lars, on utilisera plus préférentiellement, j'ai pas failli sortir celui-là, une irrigation colique transanale rétrograde. Et pour les irrigations via la stomie, on sera sur une irrigation colique plutôt par gravité. Alors, dans la première situation, donc l'irrigation colique rétrograde, je vais vous donner deux petits mots sur le syndrome de Lars pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est un syndrome séquelaire à la chirurgie colorectale. Ça regroupe tous les symptômes survenus après une chirurgie préservant la continuité digestive. La fréquence, elle est élevée, hein, c'est un patient sur deux. On a une amélioration qui est possible, mais à un an, on a encore une fréquence à 46%. Donc, c'est toujours un sur deux. C'est quand même long à s'améliorer. Les symptômes, ils sont multiples, hein, ça regroupe un petit peu tout. On a une fragmentation des selles, on a un transit qui devient un peu imprévisible, une modification de la consistance des matières, une impériosité. Ça peut être des problèmes d'incontinence ou de suintement au niveau anal. Donc l'impact, bien évidemment, on comprend bien, il est psychologique, il est important, le retentissement sur la qualité de vie est non négligeable. Donc là, on vous présente Péristine, hein, c'est le système d'irrigation colique rétrograde de Coloplast, où on a deux moyens d'administration. On a soit la possibilité d'administrer via une sonde comme celle-ci, une sonde à ballonnet, qui permet de gérer les problèmes de continence. Ça fonctionne comme une sonde urinaire. On introduit la sonde rigide, on gonfle le ballonnet et on vient la mettre en tension contre les sphincters, enfin contre le sphincter. Et dans le cas qui nous intéresse un petit peu plus, pour les amputations, non pas les amputations, les résections du rectum, on utilisera plus volontiers l'embout conique pour éviter d'avoir à utiliser des sondes à ballonner et peut-être être en contact avec des sutures. Donc voilà, au niveau du matériel, ça se présente un peu comme ça. Ça je reprends pas, c'est déjà dit. La technique, elle est relativement simple. L'apprentissage, il est initialement hospitalier, mais l'accompagnement, souvent, il est un petit peu, il est poursuivi à domicile jusqu'à l'autonomie complète du patient. Donc, c'est juste l'instillation d'eau par l'anus pour stimuler les mouvements péristatiques intestinaux. Bien évidemment, on utilise de l'eau tiède pour éviter les douleurs abdominales et les spasmes. On a au niveau du réservoir, bon là on l'a pas sur le visuel, mais au niveau du réservoir, on a des indicateurs de température. Quand on est vert, on est sur une température correcte, ou alors on peut contrôler la température au niveau du dos de la main, ce qui est le plus fiable. Le volume administré, classiquement, on est sur du 10 cc par kilo. Donc, pour quelqu'un de 70 kg, on administrera 700 cc. Sur ce dispositif-là, c'est un petit peu différent du suivant. On va remplir complètement la poche à eau, qui est comme celle-ci, qui pourra être posée au sol ou sur une table ou autre, qui va tenir debout toute seule. Et on inonde vraiment toutes les chambres, et c'est après où on va régler le volume en mettant la chambre sous pression, ce qui va permettre de régler le volume administré.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, on règle ça avec ça s'appelle Le bouton qui tourne. l'unité de contrôle, si on veut essayer de trouver ça à peu près correctement. Donc, on a sur l'unité de contrôle un différent sigle. Donc, on a les petites gouttes d'eau turquoise qui permettent la mise sous pression du réservoir. Elle permet aussi l'instillation de l'eau. On a le petit ballonnet blanc. Donc, on va utiliser quand on utilisera la sonde rectale avec un ballonnet. Sinon, pour le syndrome de Lars, avec l'embout conique, cette zone-là permettra de bloquer l'irrigation d'eau. Par la suite, on a le petit bâtonnet bleu qu'on voit ici, qui lui va permettre l'évacuation complète de l'eau pour permettre au système de faire sécher le système et de pouvoir le ranger dans de bonnes conditions. Donc l'installation, elle se fait tous les 2 à 3 jours. C'est vraiment en fonction du retour de transit des gens. Il y a toute une période d'apprentissage où en fait les gens déterminent leur zone de sécurité, l'espace-temps pour lequel ils vont pas avoir de retour de transit, donc pas de problème de matière. Et à partir de ce moment-là, en principe, ils essayent de refaire une irrigation juste avant le retour de matière. Pour ce qui est de l'irrigation par gravité, on est scrupuleusement sur les mêmes techniques, hein, sauf que là, c'est la gravité qui va faire la pression au niveau de l'irrigation et non une mise sous pression avec un système gonflable. Elle est à destination des patients colostomisés gauche, donc éventuellement ceux qui ont bénéficié d'une amputation abdominopérinéale ou d'une chirurgie de type Hartmann. Schématiquement, c'est faire un lavement par la stomie. La technique, elle est un peu plus complexe que l'apprentissage des soins de stomathérapie classique, mais le retentissement est très favorable en termes d'amélioration de la qualité de vie. Ils reprennent la mainmise sur le transit, sur l'émission des gaz et des bruits. Et en termes de qualité de vie, il y a vraiment un gros gain derrière. Alors cette technique, elle peut être utilisée soit ponctuellement, je sais pas moi, pour un repas de famille, quelque chose pour sécuriser une période où ils veulent pas être gênés et porter un appareillage classique en temps normal, ou alors vraiment utiliser en routine, ce qui permet de reprendre complètement le contrôle sur l'émission des selles et d'avoir une qualité de vie optimale. Donc le principe, là aussi, l'apprentissage est bien souvent hospitalier et une poursuite d'éducation et d'accompagnement à domicile jusqu'à l'autonomie complète. Pour certains, ça reste compliqué et c'est un soin qui peut être poursuivi par les infirmières libérales s'il y a besoin, s'il y a un réel bénéfice derrière. Donc on est toujours sur le même principe, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est de l'instillation de l'eau qui permet de stimuler les mouvements péristatiques. On est toujours sur de l'eau tiède, on a toujours des voyants comme on voit sur cette poche ici qui nous permettent de régler la température et on est également sur un réglage de volume de 10 cc par kilo de poids. Donc là, contrairement au dispositif d'avant, on remplit la poche à eau jusqu'au volume souhaité et on la met le plus haut possible parce que ça va être la gravité qui va nous permettre d'instiller dans de bonnes conditions avec une pression correcte. Souvent en amont, en tout cas pour les premières irrigations, on réalisera un toucher stomial, ce qui va nous permettre de déterminer un petit peu l'orientation de la lumière digestive. Et après seulement, on appliquera le manchon de récupération. Donc, qui se présente un petit peu comme ça. Alors, pour certains, on a un socle qui est un peu comme en hydrocolloïde, ou alors c'est des simples adhésifs parce qu'on sait que c'est pas des dispositifs qui vont rester au long cours. Ça va rester une demi-heure en place. Et après, ça sera retiré pour mettre l'appareillage. Si on a des problèmes pour l'instillation de l'eau, c'est très probablement soit un canal, enfin c'est l'accès à la lumière digestive qui doit être compliqué, soit parce qu'on est mal orienté, soit peut-être parce que le cône est un peu court pour accéder directement à la lumière digestive. Et dans ce cas-là, c'est soit on essaye de bricoler d'autres systèmes pour accéder à la lumière digestive, ou alors c'est un soin qui pourra malheureusement pas être poursuivi pour ce type de patient-là.
Euh, donc on réalise les irrigations rapidement. C'est vraiment de l'inondation du côlon, hein, parce que si on les fait trop lentement, bah, l'eau est largement réabsorbée, et donc on perd le bénéfice de l'irrigation. On n'a pas la stimulation du péristatisme. La première évacuation se fait au retrait du cône quasiment, et on a une deuxième expulsion qui se fait 10 à 20 minutes, qui est réflexe. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas retirer le manchon tout de suite. On a vraiment une deuxième expulsion qui est un petit peu retardée. Bon, les gens peuvent, je ne sais pas, vaquer à leur activité pendant un petit moment, à partir du moment où ils sécurisent le manchon, ou alors ils attendent 10 minutes tranquillement. Donc, on est sur le même principe de soin. On est sur une installation qui va être tous les 2 à 3 jours, fonction des transits. Et c'est ce que j'ai expliqué un petit peu en amont. L'essentiel, c'est de trouver la période de sécurité sans exonération, ce qui permettra d'avoir un maximum de confort. On a une autre situation aussi qui peut poser question, c'est l'évacuation de sel ou de mucus, entre autres dans le cas d'intervention de Hartmann. Donc le moignon rectal, il n'est plus fonctionnel, on n'a plus de matière qui transite, mais par contre, il est toujours viable, donc il va toujours avoir tendance à produire du mucus qui, au bout d'un moment, sera évacué par voie naturelle, par voie anale. Donc ça, c'est de l'ordre du normal, c'est juste que l'intestin continue de produire son lubrifiant et qui doit être évacué au bout d'un moment. Et au niveau des stomies latérales, le segment intestinal qui relie l'anus, donc toute cette zone-là, elle est encore active, donc elle produit toujours du mucus, et on peut avoir accidentellement parfois quelques traces de sel qui passent par, on va dire, par contiguïté, hein. Les deux segments sont côte à côte, donc des fois on peut avoir un passage de sel à ce niveau-là qui peut être rejeté par la voie anale. Voulez-vous faire un petit mot sur l'éducation qui pour nous est très importante pour le patient, hein, l'objectif final c'est le patient. Donc normalement dans tous les cas elle est débutée à l'hôpital, mais parfois on n'a pas forcément le temps de la faire complètement. Donc ça peut être lié au patient, s'il est encore pas prêt, pas prêt d'accepter les soins de stomie, c'est un peu compliqué pour lui. Mais ça peut être aussi par les séjours qui sont raccourcis, qui nous laissent peu de temps pour faire une éducation complète. Donc là, vous avez un rôle important à jouer chez ces patients-là pour poursuivre l'éducation à leurs soins afin qu'ils soient autonomes par la suite et qu'ils aient une vie quand même plus simple et dans l'autonomie. Donc, en règle générale, les patients sortent avec une infirmière à domicile pour poursuivre cela. Et ça permet pour eux un soutien technique, hein, ça les rassure d'avoir l'infirmière à la maison qui vont poursuivre les soins avec eux. Même s'ils sont autonomes, des fois ils ont besoin de quelques jours pour être sûr qu'ils fassent bien. Un soutien moral, une écoute de proximité, souvent ils vous connaissent, donc ils sont rassurés par votre présence. Et puis, continuer un accompagnement à chaque étape hein, pour qu'ils acceptent l'astomie qui, des fois, n'était pas prévue. Hein, ça s'est fait de façon urgente ou semi-urgente. Et puis, vous êtes là aussi pour permettre une réhabilitation dans la vie quotidienne de ces patients qui sont stomisés. Vous pouvez aussi également être une ressource dans les échanges avec les aidants. Donc parfois, ils peuvent être aidants pour le patient psychologiquement, moralement, mais aussi au niveau des soins, aider à faire les soins, faire à leur place si vraiment ils peuvent pas, et puis être un relais pour vous. Donc le rythme d'apprentissage, le niveau d'autonomie, il est propre à chacun. Chaque patient n'est pas pareil. Ils n'ont pas la même histoire, pas la même stomie, pas la même morphologie, pas le même état psychologique. Donc il faut vraiment s'adapter à chacun avec un but ultime, c'est que le patient soit en accord avec ce qu'on fait et puis ce qu'il veut aussi. Alors des fois, il faut les booster un petit peu au début parce qu'ils osent pas commencer les soins, mais en règle générale, la plupart du temps, les patients, ils sont quand même bien volontaires et souhaitent être autonomes pour que ce soit plus facile au quotidien et puis pas être dépendant de l'infirmière. Et
c'est important d'avoir une cohérence interprofessionnelle, en tout cas d'avoir la même base d'informations qu'on donne et qu'on a aux patients, afin que le patient ne soit pas perdu dans le soin. S'il y a une infirmière qui dit ça, le lendemain autre chose, le patient il va être perdu. Donc c'est capital pour nous de voilà, d'avoir une cohérence pour le patient et puis pour Ouais, c'est vraiment délétère la pour sérénité du l'apprentissage, quoi. soin. Ça perturbe énormément. Un petit point sur l'alimentation. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Il faut faire aucun régime. Donc, on voulait quand même mettre un petit mot parce que on entend quand même souvent qu'est-ce que j'ai le droit de manger avec une stomie, voilà, et c'est des choses interdites. On m'a dit de me mettre au régime, etc. Il n'y a pas de régime. Il faut avoir une alimentation équilibrée, mais normalement comme tout à chacun. Il faut s'adapter au système digestif. Si le patient a des selles un peu diarrhéiques en ce moment, eh ben, il faut manger des féculents. Inversement, s'il est constipé, il faut manger des légumes, il faut manger des fibres, mais voilà, un peu comme tout le monde. Ça va être un peu plus présent pour les patients stomisés parce qu'on voit le transit directement. Mais voilà, il n'y a rien de normalement d'interdit. C'est un peu comment le supportent les patients, parce que c'est possible par contre qu'il y ait des patients qui supportent mal certains légumes, certaines choses, où ça leur provoque trop de gaz, donc ils arrêtent ou ils limitent leur consommation. On sait qu'on peut agir avec l'alimentation, c'est le système en amont, quoi. On sait qu'on peut agir sur certains symptômes en adaptant l'alimentation. Si des patients sont gênés par les bruits, des gaz, des choses comme ça, bien évidemment, on peut agir au niveau de l'alimentation pour limiter ou éviter tous les aliments qui fermentent ou éventuellement les odeurs. On sait tous qu'il y a des aliments qui sont très odorants et sur lesquels on va pouvoir avoir un impact positif si toutefois on évite ces aliments-là. Mais c'est pas réellement du régime, c'est vraiment de l'adaptation alimentaire pour essayer d'avoir un minimum de symptômes au niveau de la stomie. Et pour les iléostomies, par contre, là, faut veiller à une hydratation suffisante, normalement au moins 2 litres par jour, donc de l'eau, de la soupe, le thé, quoi, tout ce qui est liquide compte. Parce que ces patients, ils perdent beaucoup d'eau par la stomie. Donc, pour éviter la déshydratation et les réhospitalisations, il faut veiller à ça. Donc, normalement, ils sont éduqués à ça, ils ont des ordonnances pour ça. Mais de votre côté, vous pouvez aussi les inciter à boire et leur rappeler que c'est important. Comme les apports en sel, parce que par la stomie, on perd aussi du sel. Donc, ils peuvent en profiter pendant cette période-là de manger un peu plus salé ou boire de l'eau qui est riche en sel. Ouais, c'est les deux petits trucs à surveiller qui sont importants parce que ça peut amener à une réhospitalisation et c'est dommage. Alors on peut éviter cela en buvant de l'eau. Oui, c'est un vrai risque pour la santé avec une iléostomie, l'hydratation. Les deux risques majeurs, ça reste quand même la déshydratation et la dégradation de la peau cutanée. Théoriquement, si les soins sont bien faits, ça, ils sont à l'abri et ça n'a quand même pas le même impact qu'une déshydratation. Bon, après, c'est pareil, tout dépend si l'iléostomie a été faite sur l'hiver ou sur l'été, le risque n'est pas le même. Mais c'est super important qu'ils soient sensibilisés aux signes de déshydratation aussi pour qu'ils puissent éventuellement soit se rapprocher de vous, soit de leur médecin traitant et pour pas arriver dans des états dangereux pour la santé en tout cas. Voilà, on a terminé. Après, il y a une petite partie quiz pour voir s'il y a des choses qu'il faut qu'on réajuste, qu'on réexplique. Si vous avez tout bien compris. Alors, je sais pas. Donc, je propose qu'on mette fin au sondage, enfin au quiz, et on va partager les résultats.
Donc pour la première question, quels sont les principaux risques liés à la présence d'une iléostomie? Bon, bah, ça on l'a dit vraiment à la fin. Donc on était vraiment sur les brûlures péristomiales et les problèmes de déshydratation. Bien évidemment, il n'y a pas forcément de prise ou de perte de poids et on a des risques qui sont vraiment inhérents à la position de cette stomie qui est assez haut dans le tube digestif. Ensuite, pour les symptômes du syndrome de Lars, et ben là, il fallait tout cocher. Voilà, c'est tous les symptômes qu'on peut retrouver, qui sont variables suivant les patients, suivant les interventions, et puis qui peuvent être plus ou moins gênants en fonction de chacun. Mais quand il y a des problèmes voilà, de transit suite à une intervention, il faut se poser la question de savoir si c'est un syndrome de Lars, il y a une grille qui existe hein, pour cocher les problématiques et qui donne un score à la fin pour savoir le degré. Alors, quel type de stomie comporte deux orifices? Eh ben, oui, bien évidemment, c'est la latérale. La terminale, c'est des stomies qui sont souvent définitives et qu'avec un seul orifice qu'on retrouve dans les amputations abdominopérinéales et autres. Donc, on est bien sur une latérale. Donc, quel est le but d'un support convexe? Donc là, il fallait cocher, faire ressortir la stomie. Hein, le but, c'est de faire un appui autour de la stomie pour qu'elle ressorte. Donc, en règle générale, qu'on met sur les stomies qui sont plutôt planes et pas l'inverse. C'est pas sur les stomies qui ressortent, hein, parce qu'on m'a déjà dit ça. On met un convexe quand elles ressortent et on met un plat quand elles sont plates. Donc, c'est l'inverse. Hein, donc, pour faire ressortir la stomie de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, quelles techniques permettent de faciliter la réintégration d'un prolapsus intestinal? Donc, l'application de l'eau froide, oui, parce que la muqueuse digestive, elle est quand même pas habituée à recevoir, enfin, elle vit dans un climat plutôt tropical, hein, c'est chaud et humide, donc le froid a tendance à faire rétracter spontanément la muqueuse. La réduction manuelle, bien sûr, comme disait Morgane, comme l'enroulement d'une chaussette sur elle-même. Le sucre glace, non, pas vraiment. Et par contre, le fait de faire allonger les gens, du coup, on efface le problème de gravité intra-abdominale et ça permet à l'intestin de se réintégrer par lui-même en partie, voire des fois totalement. Le simple fait de les allonger est suffisant pour réintégrer le prolapsus. Quels sont les accessoires de stomathérapie pouvant améliorer l'étanchéité d'un appareillage de stomie? Donc, il fallait cocher la pâte, les anneaux, la poudre et la ceinture. Puisque bien sûr, le lubrifiant ne va pas aider dans l'étanchéité. Le lubrifiant se met dans la poche pour aider le glissement des selles dans celle-ci. Et si tu citais un type d'intervention chirurgicale colique aboutissant à une stomie terminale définitive, ben, les réponses se sont tournées vers l'amputation abdominopérinéale. On est bon au niveau euh, de l'intervention de Hartmann. On a une remise en continuité qui est possible. Dans quel cas les patients peuvent avoir des fuites anales après intervention? Donc, on peut avoir des fuites au niveau anal suite à un rétablissement de continuité quand il y a une petite perte de continence. On peut avoir chez les patients ayant une chirurgie rectale hein, pour la même chose. Sur les stomies latérales, là, on va avoir, c'est pas vraiment des fuites, mais c'est du mucus hein, qui ressort suite à l'intestin qui est encore vivant. Pareil sur l'intervention de Hartmann, car il y a toujours un segment qui est présent. Et puis voilà. Ben, globalement, nos messages sont bien passés, a priori. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Monsieur Daniel qui écrit dans le chat, très bien, merci pour les rappels qui me confortent dans mes pratiques. J'ai également appris plein de choses. Merci Daniel. Merci. Jean-Christophe, Daniel. Ah, pardon. Et Anne trouvait également que votre présentation était très complète. Merci, merci.
Alors après, je ne sais pas s'il y a des besoins auxquels on n'a pas répondu pour une fois prochaine ou quelque chose, je sais pas, des thèmes qui n'ont pas été abordés et qui auraient pu être intéressants pour vous. Des fois, entre les pratiques hospitalières et les pratiques à domicile, c'est pas toujours facile d'identifier les réels besoins. Non, vous avez insisté sur la cohérence des discours entre professionnels de ville et professionnels hospitaliers ou de centres comme le vôtre. Du coup, ça veut dire que quand vous hospitalisez un patient, vous lui demandez bien quels sont ces professionnels de domicile quand il en a. Du coup, puis pour faire un lien direct avec ces professionnels, pour que du coup il y ait une coordination. Concrètement, nous, non, notre objectif premier, c'est vraiment l'éducation des patients avant qu'ils sortent, hein. On fait le maximum, on essaie de les autonomiser au maximum. Ou alors on détermine très tôt pendant l'hospitalisation que les gens, les personnes qui pourront pas être autonomisées pour X raisons, hein, pour des problèmes soit de compréhension, soit de volonté pour l'instant, hein. On a des gens qui peuvent être autonomisés, mais des fois plusieurs mois après, hein, où le choc émotionnel est tel au départ qu'on a un refus complet. Et sur les temps d'hospitalisation qui restent relativement courts, progresser dans ce domaine-là, ça reste quand même très compliqué. Donc l'assistance des infirmières libérales est capitale dans ce cadre-là. Et a posteriori, une fois que le choc est un petit peu résorbé, on peut envisager parfois une éducation. Mais, euh, mais globalement, on essaye quand même d'autonomiser nos gens avant leur sortie. Euh, Parce que c'est notre boulot, hein, déjà de base, et que c'est vraiment notre objectif premier. Et c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir une autonomie et une liberté, retrouver une liberté. Parce qu'on entend souvent quand même les gens ce qui les bloque le plus, c'est d'être tributaire des passages infirmiers et c'est l'autonomie permet quand même une qualité de vie optimale. Puis c'est ce qu'on a l'habitude de leur dire, c'est qu'il y a plein de situations où malheureusement l'appui infirmier libéral n'est pas toujours possible. Donc même si les soins sont classiquement faits par les infirmières, il faut quand même avoir l'autonomie et avoir la capacité en tout cas de répondre en cas d'accident pendant une sortie, pendant la nuit, pendant plein de situations où ils se retrouvent malgré tout un peu seuls. Alors, j'ai d'autres commentaires ou questions. Des remerciements pour les informations, pour cette intervention détaillée qui complète l'apprentissage. Une question, dans quel cas un patient a-t-il deux stomies? Pardon? Dans quel cas un patient a-t-il deux stomies? Bon, ça reste quand même relativement rare. On a souvent une stomie relativement haute, donc une iléostomie, et des fois un segment qui est mis en attente, soit pour des problèmes de réalisation pendant l'intervention, soit des adhérences, des choses comme ça, où ils n'ont pas pu mettre les stomies conjointes. Et des fois, on se retrouve effectivement avec une stomie en attente qui est plutôt une stomie Borgne. ouais, borgne, gauche, en tout cas qui donne pas, mais qui est là et présente au niveau de l'abdomen, et un segment qui est un petit peu plus haut dans le tube digestif et qui, elle, est le segment d'honneur. Mais ça reste quand même relativement rare, hein. Nous, on en voit une de temps en temps, mais c'est quand même pas usage courant. Ça reste exceptionnel. Mais c'est très souvent un problème de réalisation chirurgicale. Des fois, les abdomens, il y a énormément d'adhérence et énormément de problèmes chirurgicaux qui permettent pas de monter forcément l'intestin au bon endroit, au bon moment. Donc voilà, c'est Du souvent coup, des c'est tout bon situations pour un les peu provisoires. questions. J'ai encore une question de Madame Ducrot, mais là, c'est hors webinaire. Hein, les infirmières libérales ont reçu hier de la part de l'assurance maladie un message d'information comme quoi elles pouvaient désormais distribuer les kits de dépistage du cancer colorectal. Hein, ça fait suite à une annonce ministérielle de fin janvier. L'assurance maladie nationale a fait un mot d'information par mail hier à toute la profession libérale. Effectivement, le mail renvoie vers un lien de l'INCa, l'Institut national du cancer, pour un support de formation. Et en fait, je pense qu'il faut créer un compte en fait sur le site de l'INCa pour accéder derrière
au support de formation. C'est pas directement accessible. D'où la question d'où la réponse que j'apporte à Madame Ducrot, qui a posé la question à l'instant sur le lien de formation. Ah, bah alors là, du coup, si vous avez créé votre compte et que ça ne fonctionne toujours pas, là, j'avoue que je n'ai pas de solution, du coup. Il semble que Céline avait une question. On commençait à parler tout à l'heure. Non, non, j'ai pas de question. Désolée, j'avais coupé mon son, enfin le son de l'ordinateur, donc je vous entendais plus. Mais Ok, désolée. ça marche. Bon, bah, je pense que c'est tout bon. Oui. Bon, vous dire au revoir. Ben, merci en tout cas à tous les deux. De rien, De rien. au plaisir. C'était hyper intéressant et bien, bien pratique, je trouve. Bien pratico-pratique. Donc, Très et bien. puis Eh merci ben, à tant mieux. l'UFPS pour la Merci partie à tous. artistique. Merci Morgane, merci Hervé, merci Céline. De rien, merci à vous. Peut-être à bientôt. À bientôt. Bonne continuation. À bientôt tout le Au monde. revoir.